également bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire. En attendant les dernières arrivants, je vous propose de faire un tout petit point cadre organisationnel de ce webinaire. Donc, on est très contente parce qu'on a eu une centaine d'inscrits, donc on est très nombreux. Ça veut dire que pour plus de fluidité, vous aurez toutes et tous la vidéo et le micro coupé, donc vous pourrez manger tranquillement. Si vous avez des questions ou des interpellations tout au long du webinaire, vous pourrez vous saisir du chat. Donc là, normalement, vous avez sur ma slide l'explication. De préférence, utilisez le questions et réponses. Donc comme ça, vous aurez une barre qui s'affiche à droite et ça permet de faire des fils. Et on a la chance d'avoir Juliette avec nous qui, tout au long des séminaires, va systématiser, enfin prendre les questions, les organiser. Et on aura 15 minutes à la toute fin pour revenir sur les sujets qui reviennent le plus souvent. Donc merci beaucoup à Juliette. Vous dire aussi qu'on aura une petite partie en anglais pendant 10 minutes. On va essayer un maximum de traduire et résumer en français à la suite. Vous pourrez aussi, comme pour les questions, utiliser le chat si jamais vous avez des questions immédiates sur la traduction. Il y a encore des micros ouverts, j'entends un fort écho. S'il est parfait, c'est mieux. Merci. Donc, parfait, on va pouvoir commencer avec ce webinaire qui est là pour vous présenter du coup le guide du stationnement vélo en gare. Je suis Marie Véna du collectif Vélo Île-de-France et accompagnée aujourd'hui de Camille Anuise, ancienne directrice de Paris en Selle, co-autrice du guide, et Claire-Marine Javary, chargée de plaidoyer à la FUB. Donc, on va vous présenter le guide, mais ce ne sera pas seulement une présentation du guide, mais ce sera aussi enrichi par des intervenants et intervenantes néerlandaises et de Chambéry. Donc, on est très content d'avoir les auteurs de Fietsparken by Stations, Wout Ritsema et Volker Piersman parmi nous, tout comme Wouter van Minderhout, qui est directeur du programme du déploiement du stationnement vélo en gare à ProRail, et Béatrice Quinquet, qui est responsable des services à la mobilité à Grand Chambéry. Et sans plus attendre, je laisse la parole à Claire-Marine pour faire une entrée dans le sujet sur l'intermodalité vélo-train. Merci Marie, bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc je suis Claire-Marine Javary, je suis chargée de plaidoyer à la FUB, notamment sur ces sujets de complémentarité vélo-transport collectif. Donc simplement pour vous rappeler en deux mots qu'effectivement la FUB, tout comme ses associations, les associations de son réseau, défendent vraiment l'idée que le vélo est un allié particulièrement puissant pour le train et pour les transports collectifs de façon générale, et que le potentiel de l'intermodalité pour créer du report modal et proposer des alternatives crédibles à la voiture est très important. On sait qu'on a à peu près 60% des habitants qui habitent à moins de 20 minutes d'une gare à vélo. Et en Île-de-France, ce taux est particulièrement élevé puisqu'avec le déploiement du Grand Paris Express notamment, on va avoir 100% de la population qui sera située à 2 km d'une gare. Et ce potentiel est particulièrement intéressant aussi pour les habitants de première et de deuxième couronne, pour rejoindre les lignes fortes de transport collectif francilien. Si on passe à la slide suivante, ça permet d'illustrer le propos que l'on souhaite tenir et transmettre aujourd'hui, c'est que finalement, l'intermodalité, alors même qu'elle présente un potentiel très important, elle exploitée et prise au sérieux en France. En témoigne le retard conséquent qui a été pris sur le déploiement du stationnement sécurisé pour les vélos dans les gares françaises. Effectivement, la LOM avait fixé des objectifs assez intéressants et ambitieux en matière de déploiement de stationnement sécurisé en 2019, avec 1133 gares soumises à des obligations précises en termes d'objectifs chiffrés. Et ce que l'on constate aujourd'hui, d'après les dernières données qui ont été partagées par Gare et Connexion et qui datent du 1er juillet 2023, c'est qu'on a 2 gares sur 3 concernées par ces obligations qui n'ont pas atteint leurs objectifs. Alors même que la loi fixe une échéance au 1er janvier 2024, c'est-à-dire dans quelques mois,
Si on prend les gares uniquement situées hors Île-de-France, donc toutes les régions sauf l'Île-de-France, on a en moyenne une gare sur deux seulement qui est conforme aux objectifs fixés par le décret d'application. Ce que l'on constate aussi sur cette carte, c'est qu'il y a des très fortes disparités entre les régions et que les régions les plus avancées sur le déploiement de ce stationnement sécurisé en gare sont celles qui étaient déjà engagées avant la loi sur ce déploiement. Et ce qu'on en retient notamment comme leçon et par les retours d'expérience aussi de ces régions, c'est que leur rôle est vraiment extrêmement important pour coordonner, planifier et déployer une offre cohérente, homogène de stationnement sécurisé dans les gares de leur territoire. Elles ont aussi un rôle important pour mobiliser les communes qui sont souvent propriétaires du foncier autour des gares et pour coordonner la grande diversité d'acteurs qui agissent sur les gares françaises entre SNCF Gare et Connexions, la commune, la région, d'éventuels financeurs comme l'État, ce qui est une spécificité propre et qui explique aussi des difficultés de déploiement, contrairement au modèle néerlandais qu'on nous présentera aussi après. Sur ce point, vous pouvez retrouver vraiment le détail de notre argumentaire et de notre analyse sur le communiqué de presse qui a été publié par la FUB et que je vais vous partager dans le chat. Donc, face à ces constats, si on passe à la slide suivante, la FUB essaye vraiment de se mobiliser et de mobiliser les acteurs par un appel à l'action sur ce sujet. On a publié la semaine dernière un livre blanc en partenariat avec la FNOT, qui est donc la Fédération des associations d'usagers des transports, pour appeler l'ensemble des acteurs publics, mais aussi privés, à prendre vraiment en compte cette question de la complémentarité vélo-transport collectif, et pas seulement au niveau de la gare ou au niveau du stationnement et de l'intermodalité propre, mais aussi plus généralement dans une logique de planification et de déploiement et de renforcement de la complémentarité des offres de transport collectif et du vélo. Et donc ce livre blanc, vous pouvez le retrouver aussi en ligne, en libre accès sur le site internet de la FUB. Il a été présenté la semaine dernière. Il a été présenté la semaine dernière dans le cadre des rencontres nationales du transport public et remis en main propre au ministre des Transports. Et on espère que cet outil, qui se veut vraiment une synthèse de l'ensemble des recommandations que portent les associations sur ce sujet, soit un moyen pour nos associations locales et pour les collectivités de vraiment mettre ce sujet et le faire remonter dans les priorités en termes de politique publique pour les années à venir. Dans cette situation et dans ce contexte où on produit des propositions et on sent que la tension est croissante aussi pour ce sujet-là, on pense qu'il y a une opportunité et une actualité qui est assez favorable, qui est celle du déploiement des RER métropolitains, qui s'appellent désormais les services express régionaux métropolitains. Donc, vous savez que notre président Emmanuel Macron a annoncé le déploiement de 10 RER métropolitains en France et que en ce moment, les discussions sont en cours pour définir ces projets, ce qui permettra ensuite de les labelliser et d'y accorder des financements et des moyens de déploiement. Et donc, pour nous, c'est vraiment une opportunité de mettre en œuvre cette logique de complémentarité vélo-transport collectif à l'échelle des métropoles. Et on s'est mobilisé notamment dans le cadre de la proposition de loi qui vise à définir ces services express régionaux métropolitains. Et on se félicite des avancées puisqu'on a contribué à intégrer le stationnement et le rabattement cyclable vers les gares dans la définition de ces services dans le cadre de l'examen en première lecture à l'Assemblée nationale. Et hier, avant-hier, en début de semaine, ont été adoptés au Sénat des amendements qui intègrent les réseaux express, les réseaux cyclables à haut niveau de service dans la définition et dans ce qui constitue réellement la définition d'un service express régional métropolitain. Et de la même façon, vous pouvez retrouver ces détails en ligne sur le dossier législatif de cette proposition de loi qui devrait ensuite être examinée en commission mixte paritaire dans les prochaines semaines pour être définitivement adoptée. Merci beaucoup pour ces introductions, ces éléments introductifs très intéressants. On se réjouit que que ce sera présent dans le texte et les aménagements et le stationnement. Pour les aménagements, on se rend compte aujourd'hui qu'on a une expertise assez riche, qu'il y a une expertise vraiment structurée autour du sujet. En revanche, pour le stationnement,
il y a 1 an ou 2, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait un grand manque. Donc, c'était un des points de départ qui a fait que cette identification de ce manque-là, qu'on a eu envie d'écrire un guide qui soit exhaustif et complet sur le sujet. Donc, c'est ce qu'on a voulu faire avec le guide, avoir une synthèse de tout ce qui existait déjà, une expertise structurée, des exemples inspirants français, pas seulement en néerlandais, ce qui peut parfois paraître un peu inatteignable, et des préconisations fortes portées par toutes les associations usagées, enfin, ou une majorité des associations. Parce qu'étaient associés à ce projet, donc la FUB, l'ADMA, Paris-Ancel notamment, et mieux se déplacer à bicyclette. Le point de départ, en quelque sorte, c'était notre source primaire, on va dire, c'était le guide néerlandais qui s'appelle Fietsparken by Stations, qui est une synthèse de 20 ans d'expérience, écrit donc par deux auteurs néerlandais, dont on a la chance de les avoir aujourd'hui parmi nous, qui sont Folkert Piersma et Wout Ritseman. Et on a aussi Wouter van Minderhout, qui est directeur du programme du déploiement des parkings vélos à ProRail, qui est l'équivalent de la SNCF. Donc, je laisse tout de suite la parole à ces 3 experts néerlandais et je vais changer en anglais, du coup. Donc, thank you very much to be here with us, Folkert and Wout. Can you please start by telling us the key elements you identify that make the success of a bicycle parking? Yes, of course. Can you hear me? Yes, we can hear you. Yes, Thank you. I see your heads nodding. Comment allez-vous? Merci. I'm sorry, I have to switch into English because my French isn't that good. Yes, of course, it's very hard to summarize like more than 20 years of experience in bike parking at stations into 5 or 10 minutes. But we try to summarize the most important key elements of success. And Folkert and I will take you through the key elements, and then Wouter will tell you something more about the national program. Can I switch the slides myself? I can't. Yeah, thank you. Yes, and if you talk about bike parking, we have a wide variety in the Netherlands. The most of the bike parkings in the Netherlands, as also would be in France, are on street level. As you can see, more than 60% of all the bikes are stalled on the streets. But we also have different types of bike parkings in the Netherlands, like flats or in buildings or underground. And we even have one huge mega parking with more than 12,000 bikes. That's also in the Netherlands a huge exception. So if we go further to the next slide, we take you into the 6 elements of success. We picked the 6 for us most important elements, and I will start, and Folkert will add to that. The first one is absolutely a very important one, is to make sure that the bike parking is as close as possible to the depart platform. And that could be just right next to the platform, but also it should be on the right place, so connected to the biking infrastructure and on the correct route to and from the train station. That's a very important element to start with. And if you go to the next slide, please, you can see that close to the platform could also have the bike parking on the platform, as you see on the left picture, or even under the platform, as you see on the right picture. So this is our translation of as close as possible to the platform. And if you go to the next slide, you see that we also integrate bike parkings in huge train stations. This is the train station of Arnhem in the upper part of the station, as you can see here. And under the station, you see on the underneath the station hall, you also see the bike parking there to make sure that people are as quick as possible from the parking into the train station. Next slide, please. You want to add something to that, Folkert? Also,
Can you hear me? Also, Yes. it's very important that the local bicycle infrastructure is organized that way that you can almost cycle into the parking. So the time between getting out of the bike and into the train must be so short as possible. Absolutely. Second element of success is to make sure you have enough capacity. And you can achieve that by doing research on the need, not only this year, but also in 5 or 10 years' time, to make sure that there are plenty spaces for people to park their bikes. Next slide, please. Third element of success is safety. Bike parking should be safe, and safe, we mean safe for the bicycle itself, which means that it can't be stolen or it can't be vandalized, but it also should be safe for the people using the bike parking. That means that we develop in the design a bike parking that will have like a sort of intuitive wayfinding. You have clear overviews, you can see and you can be seen easily, and make sure that you have enough lighting there as well during the day and during the night. And in the Netherlands, every railway station has a combination of guarded parking and non-guarded. And we go really far in that respect, talking about creating a pleasant environment, using design, art, and architecture to create that nice atmosphere that we need. Next slide, please. The fourth element of success would definitely be to be as quick as possible from the entrance to from the bike parking to the train station. We call that like flow or quick routing. Design the bike parking in that way, and it should be comfortable as well, to make it easy to find your place, which is and the vacant parking place, but also to make it easy to park your bike. And if you go to the next slide, you can see what we mean with easy parking, because we have a lot of double layered parkings, and comfortable lifting systems should help you in creating that comfort. And in the next slide, you see that we also create comfortable bike parking for odd-sized bicycles. We have a lot of bicycles in the Netherlands with crates or with child seats. So we really take that into the design as well. The fifth of the 6 key elements would be to make sure that, if possible, they have the bike parking free of charge, or if you choose to ask for money, make it as low as possible. And if you go to the next slide, you'll see that in the Netherlands, there is not much eagerness to pay for your bike parking. So we use a concept which says that the first 24 hours you park your bike, it should be free. And if you park longer than 1 day, then you start to pay for your bike parking. So that means that if you want to park your bike, make sure that you have a system that makes it quick to park your bike. And in the Netherlands, we choose to work with the OV chip card. It's a public transport card to tap in and tap out when you park or leave the bike. The next slide, please. Yeah, this is the last key element of success would be to make sure that create bike parkings that leave your bikes dry, to make it comfortable, to not find your bike with a very wet saddle when you come back. Obviously, if you park outside, we need like roofs, which you see on the left. And if you create bike parking in buildings, of course, you have a sort of natural roof on top. So that will be the 6 main elements. Maybe Volker, did I forget something important? Your microphone is off. Can you hear me? Yes. I say mostly in general, you have to try to make the cyclist as happy as possible,
And when the cyclist is happy, then he also wants to use the bicycle parking we organized for him. And at that moment, we all succeed, and we also achieve in getting the station area clean from bicycles who don't belong there. That's I think that's the most important. Thank you. Yes, and Wouter will take you further into the national program. Wouter? Yep. So I'll talk a little bit about the principles of the bike parking at railway stations in the Netherlands. Fewer pictures, but somewhat more data and graphs. In Holland, around 46% of train travelers get to the station by bike. We have the lucky event that our country is rather flat, and that cycling isn't just a sport, but it's a way of transporting or doing groceries or going to school. So going to the railway station is quite normal and natural for us to use our bikes. In the 1.2 million travelers per day, passengers a day, we have about 535,000 bike spaces in about 400 railway stations in Holland. Wout talked a little bit about the different types we have. Here are some numbers to go with it. And Wout talked about the biggest one we have. I will also talk to you about the smallest one we have. We also have one railway station with only 16 spaces for bikes. And for Dutch terms, that is really, really few. Next slide, please. I talk a little bit about the bike culture, and part of that bike culture is also the infrastructure. So in the way to this moment, we talked a lot about bike parking at railway stations, but bike parking isn't possible if your infrastructure for biking as a way of transportation is set out. And so that's also the concern I often have when I talk to colleagues from abroad. It's nice to have the parking, but do you get there alive on your bike? So please also pay attention to getting there. 46% of passengers that use the bike parking, it cannot be separately seen from developing a railway station. Bike parking is an integral part of the railway station, and Wout and Volker discussed what a good way of doing that is. But it's just part of it. Cars also are part of it, but not as many as the bikes, even in rural areas. To make that the best possible bike parkings, we have one team at ProRail, which occupies itself with that. It are about 30 people full-time equivalent working on that. We have 100 projects in our hands, from studying to building and everything between it. So we often use standard approaches and of course have local coloring. And the standard approaches are the glass-roofed bike parking facilities that Wout showed you. And the pictures we see here is the huge mega parking in Utrecht CS, which of course has local coloring and is made by architects. But even then, we try to use standard signing, standard double-layered racks, so have a uniform quality and appearance. There's a document in Holland for that, which contains design principles that we use in making these facilities. I think we also sent it to you, but it's in Dutch, so you have to feed it to Google Translate. Can I have the next slide, please? Well, in terms of policy, we do make a bike parking facility at every railway station. Even airport Schiphol has bike parking facility. I don't know if there people are going on vacation with their aeroplane who come there by bike, but there's also bike parking for employees, of course. And we try to facilitate the demand that is there, and the demand is measured
by counting bikes and making a prognosis for the future, and we try to facilitate that. It is incrementally financed, the bike parking in Holland. There wasn't a big boom with an enormous lot of money that we could make all the beautiful things that we have. It's in every government, there's the hope that there is also an incremental funding for bike parking, and usually it is there. So in that way, we've survived as a program for more than 20 years now. So don't be worried if the money isn't there in one time. If success is shown, more money will come. There's a picture here of different types of bikes. Wout said something about it, but that's something in policy terms that's difficult. What kinds of bike do you facilitate? The bigger the bike, the more expensive the bike parking facility gets. So there's a tension between just facilitating every numbers of every types, or just facilitating enough numbers of places, but maybe not all the types. And you build parking facilities for 20, 30 years, I don't know, long time. So if there's a new kind of bike, which is kind of popular in Amsterdam right now with the big balloony tires, the fat bike, yeah, we cannot accommodate that in our bike parking facilities as they are right now. So that's always difficult, but maybe it's Dutch luxury to have that kind of problem. I don't know. And last I want to talk to you about is we prioritize projects on local funding. It has been different in the past, but nowadays all projects are co-financed with a 40% share for national government, which flows through my program, and a 60% municipal or regional funding of that project. Well, as nice as it may look to do that together, it's not always the easiest solution. So if there's a possibility for you in France to get projects 100% financed, I would really, really take that opportunity. It's difficult enough as it is. I think that was the last sheet for me. Of course, the book already spoken about. The beautiful book Wout and Volker wrote about their experience in the bike parking, which worked for you because you got inspired, I think. And here are also our phone numbers and email addresses for those of you who want to know more about bike parking in Holland or have further questions for any one of us. Thank you. Thank you so much, Wouter and Volker and Wout. Yes, this was our Bible, more or less. So you see the original book. Je vais rechanger en français. Donc, merci beaucoup pour ces interventions. En résumé rapide, en français, on a parlé de proximité, de capacité, de sécurité, de confort, de gratuité, simplicité, de design, du fait que le stationnement soit partie intégrale d'un projet vélo en gare, et on a parlé de vélos spéciaux et de plein d'autres sujets. Donc je pense que ça nous fait un beau tour d'horizon de tous les sujets très riches qui sont attenants à un projet de stationnement vélo en gare. Quand on a commencé à écrire le guide, nous, notre enjeu principal, c'était de structurer, d'abord d'apprendre des expériences qui existent déjà, puis de l'adapter au contexte français et de prioriser. Donc, le fruit de ce travail, c'est nos préconisations phares, et je vais commencer par les 3 étapes qu'on a identifiées, qui sont l'emplacement. Donc d'abord, choisir le bon emplacement, ensuite définir la taille du stationnement, calculer le nombre de places dont on a besoin, et ensuite, dans une dernière étape, choisir le type de stationnement. Donc l'emplacement, c'est non seulement la première étape dans le déroulé temporel du projet, mais aussi le critère le plus important. L'emplacement, c'est le clé du succès d'un parking vélo. Je vais vous montrer une photo d'une gare où on voit que le stationnement est plein et il fonctionne très bien, et que
Pourtant, il s'agit de stationnement qui est en pince-roue, donc un stationnement de qualité médiocre que normalement on veut éviter. Et pourtant, ce parking-là marche. Et il marche parce qu'il est bien placé par rapport à la gare. Donc, ce n'est pas le type de stationnement qui va conditionner le succès d'un parking, c'est bien l'emplacement. Toute la question est de savoir comment trouver cet emplacement-là parfait. Et pour cela, on vous propose 4 critères qui sont interdépendants et qui permettent de jalonner un projet et une sorte de checklist, suivre le projet d'un stationnement vélo en gare. Donc, il y a tout d'abord les aménagements. Ensuite, la sécurité, la visibilité et la trouvabilité. Par manque de temps, malheureusement, on a déjà pris un peu de retard. Je ne vais pas revenir sur chacun des 4 critères. Je vais juste revenir sur le fait que je n'ai pas mentionné la proximité et j'ai fait exprès, un peu par souci d'exagération, parce que bien sûr, la proximité, c'est un critère important, mais dans le guide, on a pris le parti pris de dire que les 4 critères que je viens de vous montrer, c'est vraiment les critères indispensables et la proximité n'en fait pas partie. Pourquoi? Parce que on se rend compte que il y a aujourd'hui des stationnements qui sont en effet très proches. Donc là, vous voyez le stationnement qui est entouré de roues. Il est seulement à 30 mètres de l'entrée de la gare. Et pourtant, dans les faits, il est invisible. Ce que je voulais vous montrer, c'est que dans les faits, quand on va sur place, on se rend compte qu'elle est complètement cachée derrière des arbres et des buissons. Donc, par son invisibilité, elle est peu utilisée parce que les usagers ont peur pour eux-mêmes d'aller dans ce coin caché et pour les vélos parce que il y a peu de passages et donc peu de contrôle social. Un autre point sur lequel je voulais revenir, qui est lié à cet enjeu d'emplacement et de proximité, est la distinction entre les types de stationnement. Donc, on entend souvent, surtout en France, parler de stationnement sécurisé. Et dans le guide, on a pris le parti pris de ne pas utiliser ce terme et de plutôt parler de stationnement à accès contrôlé ou en accès libre. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'il n'y a pas de stationnement à 100% sécurisé, ça n'existe pas. Peut toujours y avoir du vol. Donc, le terme sécurisé peut être trompeur. Finalement, et surtout que ça évoque un imaginaire collectif qui est que le sécurisé, c'est avec des grillages et les grillages vont faire que le stationnement est sécurisé. Alors que dans les faits, on se rend compte que du stationnement en libre accès, comme vous voyez sur la photo de gauche, peut être beaucoup plus sécurisé parce qu'il y a du contrôle social, parce qu'il y a beaucoup de passages, etc., que du stationnement avec des grillages. Donc, ce que vous voyez sur la photo de droite, c'est une consigne sécurisée, entre guillemets, qui a dû fermer en raison parce que c'était devenu un lieu de squat, parce qu'elle est trop cachée entre les arbres et les buissons. Et donc, voilà, c'est un peu la preuve qui nous mène à dire qu'au final, il y a bien une distinction entre accès contrôlé et accès libre, mais il n'y a pas véritablement de distinction entre sécurisé ou non sécurisé. Dans le guide, on revient aussi, on fait une sorte de typologie entre les différentes variantes du type de stationnement. Il y a des variantes qui peuvent être et en libre accès et en accès contrôlé. Et on fait aussi une proposition sur les mix qu'on peut adopter. Et pour résumer, plus la gare est petite, plus on va favoriser du stationnement à accès contrôlé parce que forcément, il y aura moins de passages, donc moins de visibilité. Et plus la gare est grande, plus on va vouloir proposer une diversité d'offres différentes et plus on va pouvoir mettre aussi du stationnement en libre accès. Et je laisse la parole à Camille Anuine pour les conseils en termes d'aménagement de l'intérieur d'un parking vélo. Oui, merci Marie. Donc Camille Anuine, je suis l'ancienne directrice de l'association Paris en Selle. J'ai travaillé avec Marie pendant près de 2 ans sur ce projet de guide. Et de par mes fonctions au sein de Paris en Selle, en fait, on était nous amenés à travailler notamment sur les projets des grandes gares parisiennes. Et donc, c'est un sujet qu'on a beaucoup développé dans le guide, notamment en partant des préconisations néerlandaises en la matière. Marie, c'est toi qui as la main sur la présentation. Je veux bien que tu passes à la slide suivante.
Qu'est-ce que ça veut dire concrètement aménager l'intérieur d'un parking vélo? Marie, si tu m'entends? Oui, Slide je suivante. t'entends, mais la présentation a plusieurs soucis. Je suis vraiment désolée. Ou alors Ça ne il faut que je marche la plus. rouvre Ah de mon voilà, c'est côté. bon. Ah, très bien. C'est juste, ça marche parfois juste au bout de la 10e fois. Désolée. Donc, comment aménager un parking vélo en gare pour, comme le disait Folkert tout à l'heure, rendre le cycliste heureux? Ce que vous avez devant vous, c'est un peu, l'anti-modèle. Je vais taper, sur Google pour, vous illustrer ce qu'il fallait pas faire, parking voiture et c'est une des photos qui est sortie. Donc ça va être vraiment l'anti-modèle, ce que vous ne voulez surtout pas réaliser, si vous voulez en tout cas vous assurer d'avoir des cyclistes parce que si vous réalisez un parking vélo comme ça, vous n'aurez pas grand monde qui va venir l'utiliser. Alors est-ce que tu peux passer à la slide suivante, Marie? Parfait. Donc réussir l'aménagement intérieur d'un parking vélo, comme vous avez pu commencer à l'entendre de la part de nos experts néerlandais, en fait, ça va être extrêmement important si on veut s'assurer d'avoir des usagers qui vont utiliser, ces parkings, notamment en ouvrage, parce qu'ils auront d'autres options sur la voirie et entre un parking où on ne se sent pas en sécurité, où on a peur et un arceau qui est juste devant la gare et ben, on va vite choisir. Les recommandations néerlandaises en la matière font plus de 100 pages aujourd'hui. Alors évidemment, je ne vais pas pouvoir aller dans ce degré de détail, pendant ce webinaire, donc on va passer, sur les éléments clés, qui font la réussite de l'aménagement intérieur d'un parking vélo et vous trouverez évidemment les détails, de nos préconisations, dans notre guide. Marie, je veux bien que tu passes à la suite. Alors, un objectif commun, dans l'aménagement d'un parking vélo en intérieur et tous les paramètres vont en fait servir cet objectif. Ça va être de simplifier le parcours usager. Ici, vous avez une photo de la gare d'Utrecht aux Pays-Bas. Donc, c'est la plus grande vélostation actuellement aux Pays-Bas, 12 500 places. La consigne qui a été donnée au cabinet d'architectes qui a conçu cette vélostation, c'était la suivante. L'usager doit pouvoir monter dans le train en 4 minutes. Donc, dans les consignes de conception, c'est vraiment cette notion de simplicité, de rapidité, de fluidité du parcours usager qui a dominé toutes les décisions qui ont été faites pour concevoir le parking qui soit le plus fluide possible. Et on va voir les éléments qui rendent cette fluidité, cette simplicité possible dans la slide suivante. Donc, un petit rappel avant tout, c'est que dans l'intermodalité vélo-train, au contraire d'autres types de stationnement, par exemple si vous allez à la piscine et que vous vous garez devant, la piscine c'est votre lieu de destination finale. Donc, si vous vous garez un peu plus loin et que vous devez marcher 50 mètres, c'est pas très grave parce que vous êtes arrivé à destination. En revanche, dans l'intermodalité vélo-train, et ça c'est très important, la gare n'est pas la destination finale de l'usager. C'est seulement un maillon qui se trouve au début ou à la fin de son trajet, en fonction de si on se rend à la gare à vélo ou si on en part à vélo. Et donc la simplicité doit être vraiment une priorité parce qu'il faut garantir aux gens une correspondance rapide qui vont leur permettre d'aller pouvoir prendre leur train très rapidement. Et donc la conception architecturale, elle a un rôle à jouer dans cette simplicité d'usage et aussi, comme le disait Wout et Volker tout à l'heure, dans la sécurité. On va passer à la suite pour voir un petit peu des cas pratiques. Donc la simplicité d'usage, elle va dépendre de plusieurs éléments. D'une part, la gestion des flux de circulation à l'intérieur du parking. Très concrètement, ça veut dire que notamment dans les grands parkings, si on a plusieurs centaines, plusieurs milliers de places, on va avoir des gens qui circulent à vélo, donc qui rentrent et sortent du parking à vélo, mais aussi des gens qui circulent à pied, qui ont garé leur vélo et qui se rendent vers les quais. Il va falloir organiser ces flux de circulation pour éviter les conflits d'usage et pour faire en sorte que le parcours usagé et que les déplacements à l'intérieur du parking soient optimisés. Un autre point important, c'est la segmentation du parking par type de vélo. On ne va pas garer au même endroit des vélos qui ne servent pas à la même chose ou n'ont pas la même taille. On va y revenir ensuite de manière pratico-pratique, mais aux Pays-Bas, on segmente les vélos en 3 types. D'abord, les vélos spéciaux, donc les vélos de type vélo cargo, triporteur, vélo adapté, qui prennent de la place, qui sont encombrants et donc dont on va avoir envie de se débarrasser le plus vite possible une fois qu'on entre dans le parking. Parce qu'en fait, si on les emmène très loin dans les allées, comme ils sont gros, qu'ils prennent de la place, ils vont gêner tout le monde. Donc, on va les garer avant tout dès l'entrée. Dès qu'on peut le faire, on va leur dédier un espace réservé. Et ensuite, on va segmenter aussi en deux les vélos classiques, donc
un vélo de ville qui ne prend pas beaucoup de place, et les vélos qu'on appelle des vélos XL, donc des vélos qui sont équipés par exemple de sièges enfants, de très grosses sacoches, de racks avant. Donc avec la montée du vélo électrique, on a de plus en plus de vélos qui prennent plus de place, qui ont des équipements un peu costauds et qui vont prendre en fait plus de largeur pour se garer. Donc pour optimiser la place dans le parking vélo, on va avoir d'un côté des racks un peu étroits pour les vélos classiques et de l'autre des racks un peu plus larges pour les vélos XL. La signalétique est aussi un point important pour orienter et pour orienter les usagers à tous les moments de leur trajet ou de leur passage dans le parking vélo. On y reviendra. La couleur aussi est importante. Elle sert à la fois à orienter les usagers, donc pour garer leur vélo, pour rejoindre les quais, et à les sécuriser en créant des atmosphères plutôt chaleureuses. Et enfin, l'éclairage qui va permettre de bien voir, mais aussi d'être bien vu pour assurer une forme de sécurité sociale dans le parking. Vas-y Marie, tu peux passer à la suivante. Des exemples très concrets. Alors là, vous avez un plan d'aménagement de la future à la vélo de la gare du Nord qui est dans le guide que la SNCF Gare et Connexion nous a autorisé à utiliser pour vous expliquer justement de manière très concrète sur un projet parisien à quoi ressemble la gestion des flux et la segmentation des vélos. Donc vous le voyez sur le bas de l'image, l'espèce de gros trait vert qui arrive sous la légende, en fait c'est la piste cyclable qui arrive à côté de la gare et qui va permettre d'entrer à vélo dans le parking vélo. Une fois qu'on est rentré à vélo, on a l'espèce d'aplat orange et l'aplat violet, c'est l'endroit où on gare les vélos spéciaux, les vélos dont je parlais un instant, encombrants, dont on veut se débarrasser dès qu'on entre. Et ensuite, à mesure qu'on entre vers le fond de la station, on a d'abord les vélos donc en vert clair, les vélos S, donc les vélos classiques, et vers le fond, les vélos qui sont là notés vélo M, les vélos plus gros, donc qui prennent plus de place. La raison pour laquelle on les met plus loin, c'est qu'en fait, l'usager qui rentre dans la vélostation, il est très pressé parce qu'il a un train à prendre, donc il va chercher à se garer le plus vite possible. Donc le plus vite possible, ça veut dire qu'on va chercher les places les plus près de l'entrée. Et donc, si on laisse les vélos, les gros vélos se garer dans les places les plus près de l'entrée, en fait, eh ben, il y aura bientôt plus de place pour les autres types de vélos. C'est pour ça qu'ils sont plutôt situés à l'arrière. Vous voyez aussi ici qu'il y a une entrée distincte pour les piétons. Donc, une fois qu'on a posé son vélo et qu'on va rejoindre les quais ou qu'on ressort de la gare pour récupérer son vélo, eh ben, on a une entrée distincte ici, avec un système de tourniquet un peu différent de l'entrée principale vélo, où on ne peut passer que si on est à pied, pour différencier, distinguer les flux vélos et les flux piétons. On va passer à la suite, Marie, pour voir d'autres éléments de l'aménagement intérieur de cette halle à vélo qu'on a évoqué. Donc ici, vous avez tout un travail sur la lumière. Alors, aux Pays-Bas, on aurait sans doute choisi de faire des parois plutôt vitrées sur les côtés pour favoriser la transparence, la visibilité, donc voir et être vu, qui assure un sentiment de sécurité important. Mais ici, il y a un travail sur la lumière, puisque c'est une structure en bois qui laisse passer la lumière extérieure et qui est associée à un travail sur l'éclairage important pour toujours avoir voilà, une luminosité importante dans la vélo et qu'on puisse se voir, être vu et se sentir en sécurité. C'est aussi une station qui a un accueil avec une personne qui est présente. Et ça, c'est un élément clé, hein. C'est grosso modo, la sécurité, elle est toujours assurée par la personne qui est à l'entrée. Marie, je veux bien que tu retournes sur la statue précédente. C'est passé un peu vite. Voilà. Et vous le voyez aussi, il y a des éléments qu'on distingue un peu sur les côtés, qui sont un peu cachés, comme par exemple la petite borne à l'entrée qui va permettre à l'usager, eh ben, s'il a un abonnement, de taper sa carte d'abonnement, de rentrer dans la station, un petit panneau qui indique le nombre de places libres. Et en l'occurrence, à Gare du Nord, ici, il y aura un système de détection par caméra qui va permettre d'indiquer où sont les places libres à l'usager pour que quand on marche dans l'allée, on puisse très vite distinguer par un système de code couleur, vert ou rouge, l'endroit où il y a des places. Marie, tu peux passer à la suite. La signalétique. Alors là, c'est des photos que vous avez déjà vues, parce que ce sont des photos de ProRail qu'on a eu le droit aussi de réutiliser dans notre guide français. La signalétique, elle va servir à l'usager sur l'ensemble de son déplacement dans la vélostation. Donc d'abord, pour trouver une place libre. Comment est-ce que je trouve une place libre? Donc c'est ce système qu'on voit sur la photo du bas. Donc là, ici, c'est un système de couleurs, hein. Il y a des racks en haut, des racks en bas. Donc chaque type de rack a une lumière. Et quand c'est rouge, ça veut dire que le rack est plein et qu'il faut aller chercher sa place ailleurs. Ensuite, l'usager va avoir besoin, dans la chronologie de son déplacement dans le parking, de savoir quel train prendre.
Donc là, il va regarder un écran qui lui indique les horaires des trains et où se trouve le train, donc quel quai il doit rejoindre. Ensuite, la signalétique doit orienter l'usager vers les quais de la gare. C'est le panneau station, la station, ce qu'on voit sur la photo du bas. Et dans le sens inverse, l'usager, quand il va devoir récupérer son vélo, il a besoin de pouvoir se repérer rapidement. Et donc, c'est pour ça qu'on numérote les allées. Finalement, comme dans un parking voiture, il faut plein d'indications, plein d'informations pour simplifier la vie de l'usager. Et là, c'est un truc intéressant. Sur ces deux photos-là, vous avez un exemple en fait, de l'évolution de la doctrine néerlandaise en la matière, où auparavant, c'est le parking Haarlem en haut, on utilisait plutôt des couleurs sombres, ou en tout cas foncées, et dorénavant, ProRail privilégie les couleurs très claires qui renforcent le sentiment de sécurité dans les parkings. Slide suivante. Un élément très important dans les parkings en ouvrage, ça va être les modalités d'accès. Puisqu'on est sur un fonctionnement avec un accès contrôlé, il va falloir répondre à tous les usages. Donc un accès ponctuel ou un accès régulier en fonction des besoins des usagers. Parce que sur les déplacements pendulaires, l'accès régulier par abonnement va être évidemment pertinent, puisque globalement, le cycliste va arriver tous les matins, déposer son vélo avant d'aller au travail ou en études et revenir le soir. Mais il y a aussi beaucoup de gares, et notamment les grandes gares avec un intérêt national ou international, où on va avoir des déplacements plus ponctuels, donc pour un déplacement à la journée, pour un départ en week-end, pour un départ en vacances. Et là aussi, on va avoir besoin de pouvoir laisser son vélo en sécurité à la gare. Et donc, pour l'usager, ça veut dire très concrètement qu'on doit avoir des solutions diverses, variées et tout aussi simples, qu'on soit abonné ou pas, pour prendre un ticket, pour rentrer dans la station si on n'y reste qu'une journée, pour s'abonner si on a besoin de s'abonner. Quand on utilise un parking voiture, on ne se pose pas la question de est-ce que je vais pouvoir trouver une borne, est-ce que je vais pouvoir m'abonner facilement, c'est simple. Pour le parking vélo, vraiment, ça doit être la même chose. Et enfin, dernière slide pour ma part, privilégier la gratuité. C'est quelque chose qui a été fortement voilà, déjà évoqué par nos experts néerlandais. Mais aux Pays-Bas, c'est vraiment la bascule en 2012 vers les 24 premières heures gratuites qui a permis un grand succès des parkings vélos en ouvrage. Et donc, nous, c'est quelque chose qu'on a souhaité mettre en avant dans le guide. C'est véritablement la gratuité qui va permettre d'attirer des usagers, puisque un usager, qu'il soit à vélo ou en voiture, il va plutôt choisir un parking gratuit qu'un parking payant, notamment s'il y a des arceaux sur le devant de la gare en fait et qu'on a envie de les attirer dans un parking payant, il va falloir que celui-ci soit extrêmement bien conçu. Donc tous les éléments que j'ai cités précédemment vont devoir être affinés pour simplifier la vie de l'usager, pour lui garantir un service extrêmement qualitatif. Mais la gratuité reste un élément clé du succès aux Pays-Bas des parkings vélos en gare, et ce sera également le cas en France, on en est assez persuadé. Merci beaucoup Camille. Donc ça c'était un beau tour d'horizon sur les préconisations théoriques. Maintenant on a la chance d'avoir Béatrice Quinquet qui est avec nous. Voilà la slide. Qui est responsable des services à la mobilité à l'agglomération Grand Chambéry et qui a été impliquée dans le processus de la mise en place du projet de la vélostation à la gare de Chambéry. Et je lui laisse la parole du coup pour, après la théorie, avoir un peu des éléments de pratique. Eh ben, vous pouvez tout de suite passer à la slide suivante. Bonjour à tous. Voilà, c'est une vue théorique du bâtiment que je vais vous présenter, et la vélostation est dans la partie droite d'une grande gare toute neuve qui a été conçue dans les années 2019-2020. Et c'est une grande chance puisque la vélostation, excusez-moi, j'ai beaucoup d'écho et je suis perturbée. Est-ce qu'il y a encore des personnes qui ont leur micro ouvert et qui peuvent le fermer, s'il vous plaît? On va voir si oui, c'est mieux. Pas forcément. Je continue. Donc, un des points, c'est qu'on a pu incarner un rêve qui converge avec tout ce qu'on a vu dans la présentation et dans les présentations précédentes, dans la mesure où on a créé une vélostation dans un bâtiment récent. Cette vélostation est issue d'une longue histoire, puisqu'elle a commencé au début des années 2000, et 4 déménagements plus tard, vous allez voir la vélostation que vous avez sous les yeux.
Vous pouvez passer la diapositive. Elle se trouve donc au rez-de-chaussée du grand bâtiment de la gare. Elle est à moins de 150 mètres de la traversée cyclable de Chambéry, qui est une bidirectionnelle sécurisée qui traverse l'ensemble de l'agglomération. Et elle est à 70 mètres à peu près des quais de la gare. Elle donne sur un parvis sans voiture, sur lequel il y a un échange piéton, bus, vélo, train, etc. Donc c'est un vrai pôle d'échange. Vous pouvez passer à la suivante. Au début de la création de cette vélostation en gare, on s'est posé une question existentielle qui était de savoir si on voulait une maison du vélo dans le centre-ville de Chambéry et une consigne en gare, qui ne soit qu'une consigne vélo, ou si on voulait un outil qui mutualise les deux. Et notre ligne de conduite, ça a été de prendre en compte le fait que nous voulions un service et pas simplement un parking pour les vélos. Un stationnement en gare, c'est un service, ce n'est pas un simple parking. Et donc, il nous fallait du personnel. Et à l'époque, avoir du personnel uniquement pour un stationnement vélo dans une gare comme Chambéry, ça paraissait très ambitieux. Donc, le choix a été fait de mettre l'ensemble des services vélo en gare avec la location et la consigne, tout en privilégiant une entrée unique entre les deux services pour que, quand on rentre dans la consigne, on voit effectivement les animateurs de la vélostation qui soient bien présents en continu. Au moment de la création de la consigne, on s'est aussi posé des questions sur la disposition entre la location et la consigne, et le choix a été fait de mettre la consigne la plus proche possible des quais, quitte à pénaliser le fonctionnement de la location pour les salariés de la vélostation. Et donc, aux dépens des salariés, on a fait une consigne qui soit la plus fluide possible pour l'usager vélo. Comme vous le voyez sur ce plan, on a un accès au quai 1. Cet accès n'a pas été acquis d'office. Et donc, pendant longtemps, sur les plans, cet accès était en fait une issue de secours qui était conservée pour la sécurité des usagers. Et aujourd'hui, comme vous le verrez sur une photo, cette issue de secours est effectivement un accès au quai. Donc, comme je vous le disais, ce qui a été privilégié, oui, on peut passer à la diapo suivante, c'est un sas d'entrée commun entre les deux usages de la location et de la consigne, pour que quand on rentre dans la partie consigne, on voit les personnes qui sont à l'accueil du service de location et qui sont là et qui peuvent vous renseigner, vous donner un abonnement et également entretenir votre vélo si vous avez pris l'option d'entretien pour votre vélo. Donc, comme vous voyez, un sas commun, ensuite deux entrées, une vers la consigne, une vers la location. Quand vous rentrez dans la partie location, les animateurs peuvent être en train de réparer un vélo derrière une vitre, donc on voit les photos sont toutes petites, mais on voit les personnes en train de travailler et elles se rendent à l'accueil. Donc là, c'est une histoire de mutualisation de moyens pour qu'on n'ait pas quelqu'un à l'accueil qui soit là à attendre le client et qui ne soit pas en train de réparer des vélos. Et de la même façon, lorsqu'on rentre dans la consigne, on voit la partie location et on voit jusque dans l'atelier là-bas au fond avec une grande lumière qui traverse l'ensemble du parking vélo. Un petit clin d'œil pour dire qu'en fait, cette approche sur la prise en compte de la présence humaine, elle a aussi été due à un voyage au Japon, qui est un voyage personnel, où j'ai été à l'intérieur d'une consigne vélo. Et là, j'ai été accueillie par les trois petites personnes que vous voyez en jaune, là. Donc, on avait trois personnes qui étaient là pour accueillir l'usager qui venait stationner son vélo ou éventuellement louer un vélo. Et donc, c'était un électrochoc pour se dire, sur Chambéry, il nous faut absolument un service humanisé. Et puis, le petit clin d'œil, c'est une personne de type asiatique qui est devant notre vélostation avec nos beaux casiers jaunes, puisqu'on a des casiers à disposition des usagers, pour à peu près 30% des usagers, avec des casiers électriques pour ceux qui voudraient recharger leur vélo en gare. Aujourd'hui, c'est un service qui est vraiment peu utilisé puisque l'autonomie des vélos électriques est bien meilleure qu'avant. Si on peut passer
la diapo suivante. Donc, il y a aussi des éléments qui ont été évoqués tout à l'heure, sur l'importance de la luminosité, de la transparence, qui donne une notion de sécurité, de confort, et aussi, j'ai beaucoup aimé ce qui a été évoqué parce que c'est vraiment un leitmotiv qu'on a sur Chambéry, c'est rendre le cycliste heureux. Et donc, s'il est dans un bâtiment qualitatif, on prend en compte son confort, on prend en compte l'effort qu'il a fait en venant en vélo à la gare, et si possible, on fait en sorte que son cheminement et son trajet pour aller travailler soient agréables et heureux. Voilà. Vous avez aussi tout en bas l'accès au quai 1. Vous voyez, c'est une porte pour le coup qui n'est pas très qualitative, sur laquelle il est écrit que c'est une issue de secours, mais qui fonctionne effectivement pour accéder au quai 1. Vous pouvez passer à la diapo suivante. Voilà, pour dire que l'intermodalité, elle est en gare, avec notamment un accès facilité, puisque les modalités d'ouverture de la consigne, c'est une carte Oura qui permet de charger ses déplacements, train, transport en commun sur l'agglomération, mais également location de vélo. Mais on gère aussi avec le même service des consignes en périphérie de 100 places, de 50 places, de 20 places, de 10 places, avec différents matériels modulables qui nous permettent de nous adapter aux besoins et à l'évolution des besoins de l'intermodalité voiture-vélo. Donc, ces abris à vélo, on en a 11 dans l'agglomération, sont situés sur nos axes structurants vélo en périphérie de l'agglomération et beaucoup en pied de pente pour les usagers qui descendraient des communes environnantes en voiture et qui finissent leur trajet à vélo. Voilà. Voilà. Et là, vous avez quelques photos sur la partie location, mais qui est moins l'objet de l'échange d'aujourd'hui. Donc, on a 900 cycles et grosso modo 600 vélos classiques, 300 vélos à assistance électrique et également des vélos cargo. Dans les échanges qui ont eu lieu tout à l'heure, effectivement, la problématique des vélos cargo est une problématique qui est nouvelle, avec ce qui a été évoqué, la difficulté de l'arbitrage entre le fait d'offrir plus de place pour les vélos cargo et celle de pénaliser le nombre de places pour les usagers qui ont des vélos classiques. Et donc, c'est un équilibre qui n'est pas si facile à trouver aujourd'hui. On a aussi eu le développement des vélos assistance électrique, puisque quand on a créé la vélostation, en tout cas quand on a travaillé sur les plans en 2019, il y avait très peu de vélos électriques. Et du coup, effectivement, l'encombrement d'un vélo électrique, ne serait-ce que le cintre du vélo électrique est plus large qu'un vélo classique, avec là aussi un arbitrage qui a été nécessaire entre mettre un maximum de vélos et éventuellement avoir un confort qui n'est pas tout à fait maximal pour les vélos électriques qui sont également plus larges mais plus lourds aussi. Plus les sièges bébés, toute évolution qui vont avec l'augmentation de la pratique cyclable, ce qui est une bonne chose. Je pense que j'ai fait le tour rapide de cette vélostation que je vous invite à venir visiter et qui est quand même l'incarnation d'un rêve. Lorsqu'on a été chercher à l'étranger tous les bons principes d'aménagement d'un stationnement vélo et qu'on a eu la grande chance de pouvoir mettre en œuvre. Voilà. Merci. Et effectivement, si je complète, on a aussi du stationnement en arceau à proximité, des arceaux couverts, des axos non couverts, qui se trouvent à proximité de la gare, en sachant que pour nous, au début, l'équilibre, c'était de ne pas trop privilégier le stationnement en arceau pour favoriser l'utilisation de la consigne. Aujourd'hui, sur notre vélostation qui fait 450 places, en sachant qu'on avait demandé à l'origine à avoir 800 places, quand on sait qu'on construit une vélostation pour une gare pour plus de 30 ans, eh bien, nous avions bien dimensionné nos besoins. Par contre, on n'a pas eu tout à fait la réponse à ce qu'on avait demandé. Pour autant, aujourd'hui, notre consigne est virtuellement occupée à 86%, puisqu'on a plus de 400 abonnements qui sont vendus. Et notre grande chance, c'est d'avoir un fonctionnement qui est pendulaire, avec des personnes qui vont travailler à l'extérieur de l'agglomération et d'autres qui viennent travailler à l'intérieur de l'agglomération. Donc, un usage jour-nuit qui est quasiment équilibré. Et donc, au final, le taux d'occupation est aux alentours de 45%,
aujourd'hui par rapport au nombre de places qu'on a à disposition. Merci Voilà, beaucoup. le tour rapide de la Pardon, question. non. Oui, parfait, super, merci beaucoup. Je pense que c'était important, enfin je suis sûre que c'était important pour nous du coup de enrichir les préconisations qu'on a pu faire dans le guide de cas concrets. Et donc merci beaucoup pour ces différents retours d'expérience des Pays-Bas et de Chambéry. J'arrête le partage d'écran et on a encore 10 à 15 minutes pour les questions. Les questions que j'essaye de retrouver. Alors, on a des questions pour Wout sur est-ce que le pourcentage est le pourcentage de places ou le pourcentage de parking gare. Je suis pas sûre de comprendre la question. Est-ce que la personne qui a posé la question ou quelqu'un d'autre qui comprend la question parce qu'en plus, Ouais, oui, Marie, donc c'est une question de Nicolas Frady qui a dû partir. Donc peut-être qu'on peut la ok. passer et prendre les questions de ceux qui sont là. Merci. Ça marche, merci. Quel est le pourcentage des coûts pris en charge par les usagers et qui paye le reste? Ok. So translate. Wout, there is a question for you. I'm not sure. Maybe you understood it. I think what's the percentage that of the price that people pay for the parking? Exactly. Yes. Yes, I understand the question. There is in the Netherlands, I have to say there always have to be extra money from the owners of the bike parking. So you cannot have like a sort of closed financial balance of bike parkings. It always costs money. So the percentage of what people pay on the whole costs, that will be like a very small amount. Wouter, maybe you can add 0.000. No, because the complete construction, development, maintenance, it's all being paid for by government, either local government or national government, and then the day-to-day operation with the staffing, even that is a financial loss if you set it off to the income that there is. So everything costs money, and there is a little contribution from users asked on the second day, usually, to have some sort of income and to avoid that people put their bikes there for 2 months, because that's not what it's made for, or use it as an alternative shelter for their bikes. Yeah, But we believe that the benefits, it's not a financial benefit, it's a benefit for the society and for the environment. Yeah. Okay, thank you very much. Je vais essayer de résumer rapidement en français. Donc, le parking ne se financera pas grâce aux abonnements. C'est vraiment des subventions publiques qu'il faut pour assurer un modèle, enfin, pour assurer la mise en place d'un parking. Donc, ce serait de l'ordre de 0,0, je sais plus 3 peut-être % des coûts qui sont pris en charge réellement par les usagers de par le prix de l'abonnement. Et le reste est pris en compte par des financements publics. La question suivante, c'est sur la culture en quelque sorte. Donc, si aux Pays-Bas, on a une autre culture ou enfin une autre le fait d'être prêt à payer, s'il y a une différence par rapport aux Français. Do you think that the willingness to pay is a cultural thing? Je pense qu'avec Camille, on va pouvoir peut-être ajouter sur notre ressenti de la culture française ensuite. So do you think that sorry? It's very hard to answer this question. We can say something about the Dutch culture, because we
biking or cycling for us, it's so normal that we don't even want to pay something for it, to park the bike, because the Dutch probably strongly believe that it should be free of charge. So it's more had to do with the culture and the belief that you don't pay for something like that. We think it's normal to pay to park the car, because we are used to that. It has been like this for many, many decades. But to pay for your bike, that's something that we don't really like. So yes, that's cultural. Yeah. Ok, donc en résumé, du côté néerlandais, ça semblerait être culturel dans le sens où prendre son vélo est tellement naturel et tellement attribué à une image gratuite que du coup, c'est vrai aussi pour les parkings. Je laisse peut-être intervenir Béatrice et Camille si vous avez des choses à ajouter pour le contexte culturel français. Oui, moi je crois. Je voudrais vraiment ajouter le fait que la question de la culture est une fausse question. On est dans un système de changement de comportement. Il y a 20 ans, quand on a commencé à parler de pratique de vélo dans l'agglomération chambérienne, bien sûr, on a été vus comme des fous. Aujourd'hui, on a une port modale qui est minable par rapport aux Pays-Bas, mais qui est quand même de 7%. On a une vélostation qui est très qualitative. Et donc, l'évolution s'est faite progressivement parce qu'on a vraiment voulu faire de la pratique du vélo quelque chose d'heureux, de joyeux et d'accompagné. Et donc, il n'y a pas un gène du vélo en tant que tel, c'est juste un accompagnement d'une pratique qui s'inscrit dans la durée et qui fait que même les Français peuvent accepter de pédaler et de stationner leur vélo en gare. Nous, le tarif pour un abonné TER est de 35 € par an et de 70 € avec l'entretien du vélo. Donc, on n'est pas sur un problème culturel d'un pays ou d'un autre. On est vraiment sur l'accompagnement d'un changement de comportement et nous sommes tout à fait aptes en tant que Français à utiliser nos vélos si les conditions sont réunies, confortables, et si on est respectueux des personnes qui se déplacent à vélo. Voilà. Et sur la question du financement, sur Chambéry, il y a une volonté politique très forte. Donc cet équipement que vous voyez qui est extraordinaire, il a été financé par Grand Chambéry sur ses fonds propres en allant chercher des subventions à l'extérieur. Donc on a eu des financements dans le cadre des plans interrégions par la région Auvergne-Rhône-Alpes également. Mais c'est vraiment une volonté politique au départ de dire on va faire un équipement favorable au vélo. Et donc, c'est possible pour d'autres territoires. Et pour compléter peut-être sur des questions qu'on s'est posées au cours de l'écriture de notre guide sur les différences qui existaient entre la France et les Pays-Bas, je vous rejoins Béatrice et je vous remercie pour ce rappel que les Pays-Bas n'ont pas toujours été une culture du vélo et que c'est quelque chose de récent et qu'on arrive 40 ans en retard mais qu'on commence à s'y mettre quand même. En revanche, quelque chose qui nous a surpris avec Marie, et c'est une des premières questions je crois qu'on a posées à nos experts néerlandais, c'est la question du vol. Aux Pays-Bas, il y a des vols, il y en a même beaucoup plus qu'en France, rapportés à la population. Et pourtant, la question du vol n'est pas un phénomène sociétal dans le sens où c'est presque accepté. Alors, c'est peut-être un peu finalement dans la lignée de ce que disait Wouter à l'instant. En fait, c'est tellement normal de se déplacer à vélo que finalement, le risque de vol, c'est accepté parce que ça fait partie du jeu. En France, aujourd'hui, on est dans une situation un peu différente où il y a aussi pas mal de vols et peut-être qu'on met aujourd'hui plus d'argent dans l'équipement des vélos et donc les gens, en effet, ont peut-être en France une demande plus forte d'avoir une protection contre le vol. Donc ça, c'est une différence qui existe entre nos deux pays qui va peut-être disparaître à mesure que justement la cyclabilité se développe sur le territoire français. Mais c'est quand même quelque chose qui est différent aujourd'hui entre nos deux pays. Et je vois que Wouter veut réagir à ce que je suis en train de dire. Please, Wouter, go ahead. For what I understood that what you said, I heard you said the risk of theft is accepted in Holland, but then you said it in French, of course. I thought you said that. Exactly. It's one of the first questions that we asked you. What about theft? And I think the answer is yes, and the answer is no. So that's why I raised my hand. When it comes to normal bikes with low values,
say about 100 or 200 euros, I think it's accepted that you sometimes lose one of those bicycles. But the last years where a lot of electric bikes are being sold, which have a value of, well, you can make them very expensive if you want, but say 3,000 to 5,000 euros. I feel there's a little countering coming as to the acceptance of theft, and that is from people who get robbed all the time because there's organized theft on that sort of bike. So the theft rate is much higher than the theft risk for your normal average bike. And also insurance companies are complaining that there's a lot of theft in bike parking facilities at railway stations. So ProRail, what are you going to do about that? Kind of questions we get. So there's a contra movement in motion on theft risk acceptance. Donc, pour résumer, Wouter vient d'expliquer qu'en effet, jusqu'à assez récemment, finalement, c'était un fait accepté de perdre ou de se faire voler un vélo à 100 ou 200 euros, mais qu'avec justement l'augmentation du nombre de vélos électriques, qui sont des vélos plus chers, eh bien, il y a une demande aussi de la part des usagers aux Pays-Bas d'avoir accès à du stationnement qui soit plus sécurisé pour ces vélos qui valent cher, et donc que ça amène ProRail à ajuster sa politique en la matière pour faire face et pour répondre à ces nouveaux besoins. Et je pense qu'en prenant en compte ce qu'a dit Béatrice, on peut résumer en disant qu'en fait, il faut un accompagnement, un ajustement temporel. Et donc, ce que vous disiez, Wouter, quand tu parlais du fait que c'était accepté et puis ça ne l'est plus et les vélos changent, et ben, c'est exactement ce qui est en train de se passer en France. C'est-à-dire que devant la gare de Lyon, on va plutôt garer son vélo qui est un vélo simple. Mais c'est important pour mettre en route une certaine dynamique de l'intermodalité train-vélo. Et ensuite, on va ajuster. Forcément, on aura aussi besoin de parkings plus sophistiqués en France. Mais il me semble important de souligner que dans un premier temps, on a besoin de solutions pragmatiques qui se mettent rapidement en œuvre et qui voilà, soient de plus en plus améliorées avec le temps. Je vois l'heure qui tourne, il est 43. J'ai vu toutes les questions. Je pense alors déjà, pardon, avant de... Béatrice, vous vouliez encore dire... Oui, je voulais témoigner du fait qu'on a été confronté à la question du vol et que depuis que la vélostation, le stationnement vélo est intégré au bâtiment de la gare, on n'a pas eu de problème. Donc effectivement, suivant la façon dont on peut aménager ce stationnement vélo, on minimise le problème. Oui, je pense que c'est un point super important aussi, le fait qu'il y ait des personnes. En fait, ça change tout au final et la visibilité. Exactement. Oui, Camille. Oui, les vitres aussi, le fait que ça soit très lumineux. Je crois que c'est ce qui est ressorti de nos études, Marie, c'est que vraiment l'élément clé pour la sécurité des gens et des vélos, c'est vraiment une présence humaine dans les parkings vélos, mais ça, c'est pas possible partout. C'est la nuance à apporter. Ouais. Et je pense que ça va être notre mot de la fin. J'ai vu qu'il y avait d'autres questions dans le chat. Je les ai parcourues rapidement. Je vous propose de revenir vers vous par mail. Les questions ne seront pas perdues. Et on va redispatcher les questions en fonction de qui est-ce qui ça s'adresse. Et voilà, je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut dire un mot de fin. J'ai beaucoup aimé, moi personnellement, j'ai beaucoup aimé justement la formule qu'il faut que les cyclistes soient happy, qu'ils soient contents. Je pense que c'est le but à atteindre quand on veut aménager un stationnement vélo. Dans ce cas... Merci Marie. Je vous remercie toutes et tous et je vous souhaite encore une bonne après-midi. Merci. À bientôt. Au À revoir. bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir, à bientôt.